Après sa rencontre avec Kadhafi, François Mitterrand indique que le retrait libyen du Tchad n'est pas complet. Chômage en légère hausse le mois dernier avec plus 0,3% en données corrigées des variations saisonnières. Il y avait en octobre 2 367 300 demandeurs d'emploi en France. Le Chili à l'heure de la répression avec des arrestations massives dans les quartiers les plus pauvres de la capitale qui redécouvrent les stades de triste mémoire. Baby Faye est morte, la petite fille n'a pas survécu à la grève d'un cœur de singe réalisée il y a 3 semaines aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au lendemain de sa rencontre avec le colonel Kadhafi, c'était hier en Crète, François Mitterrand a expliqué aujourd'hui les raisons et les résultats de cette rencontre. M. Mitterrand a d'abord précisé que le principe de ce sommet avait été retenu lors de l'accord de désengagement franco-libyen en septembre dernier. Il a aussi confirmé que si la situation politique dans l'ensemble de la Méditerranée avait bien été abordée, c'est en tout état de cause le Tchad qui était au centre des entretiens avec le numéro 1 libyen. Et puis le chef de l'État a apporté la réponse à une question qui agitait les esprits depuis 48 heures. Les Libyens se sont-ils effectivement retirés du Tchad? Et sur ce point, M. Mitterrand a été tout à fait clair, le retrait des soldats de Kadhafi n'est toujours pas terminé. La présence militaire libyenne telle qu'elle se présente aujourd'hui et à l'issue de mon entretien avec le colonel Kadhafi, c'est moins qu'on ne le dit, d'après certaines informations étrangères, c'est plus qu'il ne faudrait. Et cela, je viens de vous le dire, je croyais vous l'avoir dit à l'instant, j'ai dit de l'ordre de 2 à 3 bataillons, c'est difficile à estimer à l'homme près, sans armement lourd, quelques unités ici et là, mais qui n'ont pas de caractère offensif possible, pas d'aviation, et un mouvement quand même qui continue vers le retrait. Et parmi les raisons que j'avais de fixer au 15 novembre cet entretien dont le principe était retenu, mais dont la date restait à fixer, c'est que je voulais aussitôt après la date limite fixée diplomatiquement, aussitôt après de pouvoir faire le point et de marquer les légitimes exigences de la France. Le premier principe retenu, qui commande tous les autres, évacuation complète par les forces libyennes, par les forces françaises. Nous sommes naturellement accordés pour estimer que cela devait être fait et constaté, ayant fixé l'indispensable point de départ pour toute action future. Les relations entre la Libye et la France devraient normalement reprendre le cours qu'elles ont précédemment connu. Une confirmation donc et surtout des précisions sur la permanence des soldats de Tripoli au nord du Tchad. Mais cela ne répond pas, Paul Naon, à toutes les questions que l'on peut se poser ce soir à propos de ce voyage. En effet, Bernard, il y a 2 hypothèses sur le déroulement de cette rencontre. Première hypothèse, François Mitterrand, avant de s'envoler pour la Crète, a sous-estimé les forces libyennes encore stationnées au Tchad. Ce sont les Américains, quelques heures avant ce voyage, qui ont sorti des photos satellites, mettant ainsi le gouvernement français dans une position délicate et obligeant le chef de l'État à reconnaître que le colonel Kadhafi n'avait pas tenu complètement parole. Deuxième hypothèse, François Mitterrand est parti totalement informé sur la réalité du retrait libyen et c'est lui qui a posé ses conditions. La normalisation des rapports entre la France et la Libye sera effective quand il n'y aura plus aucun soldat libyen au Tchad. Sans oublier que des soldats français sont toujours présents à Djamena, au cas où. En ce moment, c'est le colonel Kadhafi qui est demandeur de cette normalisation. Il souhaite rehausser son prestige, terni par des aventures africaines et d'énormes problèmes intérieurs. Mais le président de la République pense aussi que la France ne peut pas être absente de cette région et de ce pays. D'ailleurs, en Libye, aujourd'hui, même les Américains, qui voient en Kadhafi le mal absolu, sont présents au nombre de 4000. Les Britanniques, qui pourtant ont rompu leurs relations diplomatiques, sont 8000. Les Français, eux, sont 279 exactement. Et puis en marge de cette rencontre entre François Mitterrand et le colonel Kadhafi, une information un peu étrange, elle émane de la radio libyenne captée à Paris, qui annonce qu'un commando suicide aurait exécuté un ancien Premier ministre libyen, sans préciser ni la date ni le lieu de l'attentat, une nouvelle qui n'a pour l'instant été confirmée nulle part.
Le deuxième titre de ce journal concerne le chômage, avec la publication des chiffres pour le mois d'octobre. Le nombre des demandeurs d'emploi était en augmentation de plus 0,3% en données corrigées des variations saisonnières, un mode de calcul qui permet de voir la physionomie générale de l'emploi sur un mois. Il y avait en octobre 2 367 300 demandeurs d'emploi en France, ce qui représente une augmentation de 16,4% en un an. L'autre façon de calculer le chômage consiste à présenter les chiffres en données brutes. C'est, si vous préférez, la photo instantanée de la situation. Avec ce mode de calcul, l'augmentation est de 4,1% en octobre, ce qui représente 2 515 600 demandeurs d'emploi. Alors, parmi les régions les plus touchées par le chômage, on trouve la Lorraine qui vient de franchir le seuil des 100 000 sans emploi. Voici 6 mois que Jacques Chirac, qui a été nommé pour tenter d'accélérer le redéploiement dans cette région, dans laquelle le plan Acier prévoit la suppression de 10 000 emplois. Voici donc 6 mois que, M. Chirac, donc avec des résultats notables, puisque l'ancien numéro 2 de la CFDT a déjà réussi à trouver 5 000 emplois, en majorité dans les secteurs des technologies nouvelles. Mais cela ne doit pas dissimuler que la Lorraine rencontre toujours bien des difficultés. Le reportage de Laurent Carenzo. Un petit instant, voilà. 6 mois après l'annonce du plan Acier, la Lorraine essaie de panser ses plaies. Le dossier sidérurgique est loin d'être réglé, mais le gouvernement veut accélérer le redéploiement de cette région de mono-industrie. Une tâche difficile pour le préfet délégué Jacques Chirac, qui cherche à attirer de nouveaux emplois. 5 376 seraient déjà trouvés et pourraient être mis en place d'ici à 1987. Mais la nouvelle mission du préfet Chirac suscite de la part des syndicats un scepticisme non dénué d'une certaine cruauté. Le premier bilan, c'est que on a déjà créé un emploi. C'est le sien. C'est déjà important. C'est déjà important. C'est peut-être déjà la voie qu'on espère voir se continuer dans le bassin de Longwy. Mais en ce qui concerne le bassin de Longwy proprement dit, l'action Chirac ne s'est pas encore fait sentir. Monsieur Chirac n'est pas encore venu ici sur place se rendre compte. Si l'action de Jacques Chirac permet de créer des emplois, c'est toujours bon pour la Lorraine. Là où il y a une ambiguïté qu'il faut quand même relever, c'est qu'on laisse croire qu'elle va permettre de créer des emplois autant que les emplois qu'on supprime dans la sidérurgie et dans les entreprises périphériques. Le pouvoir politique lorrain, où l'opposition est largement majoritaire, refuse le consensus malgré l'urgence du redéploiement. Les 100 000 chômeurs lorrains sont aussi des électeurs et les cantonales ne sont pas loin. Chirac reste un adversaire politique. On l'a envoyé pour tenir les syndicats et pour faire de telle manière ce qui ne bouge pas. Alors il fallait envoyer un syndicaliste, autrement on n'aurait jamais nommé un syndicaliste préfet. Ça a été efficace de ce point de vue-là? Je crois que de ce point de vue-là, ça a été efficace, mais c'est peut-être du seul point de vue que ça a été réellement efficace. Car 4 ou 5 mois après la visite de Fabius ici, on en est exactement au même point que 3 ans après la visite du président de la République et 2 ans après la visite de Pierre Mauroy, qui tous avaient déclaré qu'on ne supprimerait pas d'emplois sans en créer de nouveaux. Malgré le pessimisme ambiant, certains jeunes patrons croient au redressement de la Lorraine, comme Gérard Labouze, patron d'une entreprise d'électronique qui estime que le gouvernement est sur la bonne voie. Je crois que Jacques Chirac a réussi à concrétiser, avec Laurent Fabius, des promesses de réindustrialisation en Lorraine, notamment dans des secteurs de technologie de pointe. Et je crois qu'on verra les effets de l'action de Fabius et de Chirac, et de Jacques Chirac notamment sur le terrain, dans les 2 prochaines années. En quelques années, la Lorraine devra passer du 19e au 21e siècle. Un saut douloureux où les problèmes d'emploi resteront longtemps très importants. Avec ou sans Chirac, l'avenir est au redéploiement, mais les batailles politiques-politiciennes risquent hélas de le retarder au détriment des Lorrains eux-mêmes. Oui, puis toujours à propos du chômage, le journal Le Monde fait état aujourd'hui d'une note confidentielle émanant de la caisse d'assurance chômage, l'UNEDIC, une note qui révèle qu'il y aura un nouveau déficit de l'assurance chômage fin 85. Dans la meilleure des hypothèses, toujours selon cette note, le déficit serait supérieur à 1 milliard de francs et dans la pire des hypothèses, il serait supérieur à 4 milliards de francs. L'UNEDIC précise ce soir que cette note existe bien, mais qu'il s'agit d'hypothèses et seulement d'hypothèses. La politique maintenant, avec la direction du Parti socialiste qui s'inquiète du désarroi d'un nombre grandissant de ses militants à un mois de la convention nationale du parti. Des militants qui ont parfois du mal à se situer par rapport à la politique menée par le gouvernement. D'où la décision de mener une campagne d'explication lancée hier soir par Lionel Jospin qui a répondu à près de 300 questions posées par des militants de Paris. 3 heures d'intervention où furent évoqués tous les problèmes, avec en priorité les élections législatives de 1986. Dominique Laury.
Objectif de ce nouveau type de dialogue entre Lionel Jospin et les militants, redonner du baume au cœur des socialistes quelque peu déboussolés aujourd'hui. Des militants inquiets par l'échéance de 86, même si devant nos caméras, ils affichent une certaine assurance. Le défaitisme parmi nos camarades, oui, doit exister, mais il n'est pas essentiel. Et je crois que plus l'approche de 86 est là, et plus les camarades sont conscients et vont se mettre à militer, être sur le terrain et tout faire pour gagner. Oui, gagner 86 a été le leitmotiv de cette soirée, mais gagner avec qui s'interrogent les militants, avec les centristes, avec les communistes. Nous mesurons ce que crée comme problème la deuxième rupture provoquée par la direction du PC. Mais nous restons fondamentalement pour l'union de la gauche, c'est-à-dire pour la tentative de donner une traduction politique au rassemblement des forces populaires dans ce pays. Rêve-t-on d'alliances centristes? La réponse est non. Le message est clair. Il faut croire, dit-il, en la nouvelle politique économique qui ne signifie en rien un reniement des idéaux socialistes. N'ayez pas, lance-t-il, le socialisme honteux. Si vous voulez vous battre, si vous voulez convaincre, si vous voulez gagner en 86, si vous voulez entraîner, et si vous voulez simplement être socialiste, alors commencez par ne pas avoir honte. Bref, un débat qui est aussi le début d'une offensive nettement ancrée à gauche. Laurent Fabius mardi à l'Assemblée, le président de la République aujourd'hui dans le magazine L'Expansion, et Lionel Jospin lancent le départ de la campagne électorale de 86, projet contre projet, selon la formule du Premier ministre. Une réaction d'un des rénovateurs du Parti communiste, comme l'on dit, il s'agit de Pierre Juquin, qui réagissait à la publication de notes attribuées à Jean Canapa et qui mettent en cause l'actuelle direction du parti. Pour M. Juquin, les communistes doivent bien s'exprimer, mais dans le cadre des statuts de leur parti et sans céder aux pressions extérieures, d'où qu'elles viennent. Le chef de l'État et le maire de Paris rendaient aujourd'hui hommage au général Koenig, le vainqueur de Bir Hakeim. Il le faisait à l'occasion de l'inauguration d'un monument du sculpteur Albert Ferraud. Un monument que les Parisiens pourront voir à 2 pas de la Porte Maillot. M. Mitterrand et Chirac ont évoqué à cette occasion le courage des armées françaises pendant la dernière guerre. Une proposition sans doute originale, mais qui ne va pas plaire à tout le monde. Elle est formulée par le président de l'une des 2 plus puissantes fédérations d'HLM, qui estime que bien souvent, les loyers sont sous-évalués dans les logements de ce secteur. Dès lors, la proposition est simple, il faut augmenter les loyers que payent les locataires les plus aisés, de façon à dégager des fonds qui serviront à aider les plus pauvres. Parmi eux, certains justement qui ne peuvent pas se loger. Il ne s'agit pour l'instant que d'un projet, mais les réactions ne se sont pas fait attendre. Jean Pézieux. Voici un ensemble de HLM dans le Marais, un des plus beaux quartiers de Paris. Les locataires paient un 3 pièces avec charge 1700 francs, 2 fois moins que les prix du quartier. Il serait normal, déclare le président des sociétés anonymes d'HLM, que de tels locataires, ils sont selon lui 1 million en France, soit le tiers des ménages HLM, paient un loyer majoré. La majoration servirait à alimenter un fonds de solidarité au profit des locataires les plus pauvres. Il faut savoir exactement ce qu'on attend de nous et ce que vous recherchez. Donc, si c'est le problème des impayés, c'est un mythe. Parce que les impayés, c'est un problème de tempérament, c'est, j'allais dire, objectif. Il y a des gens qui ne paieront jamais et d'autres qui paieront toujours. Vous ne voulez pas aider les mauvais payeurs? Non, exactement. Non, mais ça, exactement. Sûr, hein. Mais les vrais pauvres, vous voulez bien les aider ou pas? Les vrais pauvres, c'est pas au niveau des HLM de toute façon. Pas d'accord non plus, disent les associations de locataires qui avancent d'autres solutions mettant en œuvre tous les locataires et pas seulement ceux des HLM. Nous demandons la création d'un fonds d'aide à ces plus démunis et nous avançons une proposition concrète. Tous les locataires de ce pays payent une taxe de location de droit au bail. Pourquoi on ne prélèverait pas une partie importante du produit de cette taxe payée par les locataires pour aider les plus démunis? Le droit au logement des Français démunis, c'est un combat mené depuis plus de 40 ans par l'abbé Pierre. Le fondateur des communautés d'Emmaüs a des idées bien tranchées sur l'occupation des HLM. L'idéal serait que toute personne qui habite une HLM et dont les revenus ont une certaine ampleur déménage pour aller occuper l'un des innombrables, il y a plusieurs dizaines de milliers de logements vides dans Paris, pour aller les occuper et laisser la place à des moyens. Mais encore faut-il veiller à ce que la HLM, ou que ce soit l'immeuble, ne devienne pas un îlot
Des îlots, des ghettos pour les pauvres, pas plus que l'abbé Pierre, les dirigeants des HLM n'en veulent. Alors, si on maintient toutes les classes sociales dans les HLM, le problème reste posé. En plus de l'aide de l'État, de tous les locataires ou des plus aisés, qui paiera pour les pauvres? L'enquête se poursuit pour découvrir les auteurs des meurtres de 9 vieilles dames à Paris, mais apparemment les policiers n'ont pas fait de progrès décisifs ces dernières 24 heures. En attendant, dans le 18e arrondissement de Paris, là où 7 personnes ont été assassinées en un peu plus d'un mois, la municipalité a prévu un certain nombre de mesures pour protéger les gens âgés qui sont nombreux dans ce quartier. Avec une première décision, mettre à leur disposition un numéro de téléphone. Patrice Pelé. S'il y a urgence, appelez le 223 92 00. Tous les jours, 12 personnes, toutes bénévoles, recevront les appels entre 8h et 21h. C'est une des mesures annoncées cet après-midi au cours d'une réunion qui regroupait les élus locaux du 18e, la police et les personnes âgées. Pendant une demi-heure, plusieurs milliers de personnes ont reçu des conseils et appris la création d'un nouveau service, Protection 3e âge 18e. Désormais, les personnes âgées pourront, sur simple appel, se faire accompagner et transporter gratuitement pour aller à la poste ou à la banque. D'autre part, M. Chinon, le maire du 18e, a annoncé que les personnes âgées pourront bénéficier gratuitement, par l'intermédiaire du bureau d'aide sociale, de verrous, d'œilletons et d'entrebâilleurs de portes à l'entrée de leur logement. Il faut de temps en temps réunir les personnes et leur expliquer très calmement, très franchement, et ceci en dehors de tout problème politique, je sais qu'ils sont quelquefois excessifs, surtout en ce moment, leur expliquer ce que l'on peut faire pour eux. Et puis des efforts vont être faits pour installer davantage de téléalarmes, un système très performant qui fonctionne avec une ligne téléphonique. 900 personnes en sont déjà équipées dans le 18e, d'autres devraient en bénéficier rapidement. À l'étranger, le général Pinochet serre la vis au Chili après avoir décrété l'état de siège. Depuis plusieurs jours, les rafles succèdent aux rafles avec des arrestations massives dans les quartiers les plus pauvres de la capitale Santiago. Hier, c'est le quartier populaire de la Vitoria qui a été ratissé par la police. 2000 personnes ont été appréhendées et l'on a vu une chose que l'on espérait ne plus jamais revoir, un stade reconverti en prison. Daniel Lecomte. Septembre 73, le stade national à Santiago du Chili. Chacun se souvient de ces images. Les rafles de milliers de Chiliens, de milliers d'opposants, de suspects ou tout simplement de passants dont le seul crime est de circuler dans les quartiers populaires. Novembre 84, 11 ans plus tard, le même stade. Ces 2000 personnes qui attendent viennent du quartier de la Victoria, un quartier populaire connu pour ses sympathies envers la gauche chilienne. Les habitants ont été tirés du lit hier matin par les carabiniers, entassés dans des cars et conduits ici, sous la menace d'armes automatiques. Beaucoup ont été relâchés, mais plus de 200 sont retenus pour activités antisociales et seront sans doute déportés dans le sud du pays. Depuis le 6 novembre dernier, date de l'instauration de l'état de siège, 360 opposants ont subi le même sort. Certes, les rafles pour l'instant n'atteignent pas la même ampleur que dans le passé. Elles sont plus sélectives et ne touchent que les quartiers réputés chauds. Il n'empêche, ces images permettent de mesurer l'échec du régime du général Pinochet. 11 ans déjà. 11 ans d'une longue décomposition de la société chilienne. Une décomposition accélérée par les protestas des derniers mois. Ces manifestations qui ont jeté dans la rue non seulement les opposants de toujours, mais plus grave, les alliés d'hier, ces classes moyennes, hostiles au régime Allende, touchées à leur tour par le chômage, l'inflation et pour certains par la misère. L'instauration de l'état de siège répond à cet isolement du régime. Un régime qui n'a pas de projet et pas d'avenir, dont le seul argument reste la répression et le seul appui, l'armée. Un régime dont le seul souci aujourd'hui est de durer à n'importe quel prix, au risque de revenir aux heures les plus sombres de l'histoire du Chili. Souvenez-vous, c'était il y a 11 ans. Au Zaïre, une ville de la province du Chaba, au nord-est de la capitale, a été occupée pendant plusieurs jours par des exilés venant de Tanzanie. Ils ont été délogés par les troupes régulières avant de se réfugier dans les montagnes qui sont nombreuses dans la région. Il y aurait eu une centaine de morts et un très grand nombre de blessés.
Cette région du Chaba, au sud du Zaïre, a déjà été le théâtre par 2 fois d'incursions qui étaient jusqu'à présent le fait d'anciens gendarmes katangais venus d'Angola et de Zambie. C'était en 77 et en 78. Un Français a été abattu au Pays basque espagnol. Il était dans un bar lorsqu'il a été abordé par 3 agresseurs masqués qui ont tiré sur lui avant de s'enfuir. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais d'après les milieux nationalistes basques, la victime était considérée comme un membre présumé du GAL, le groupe antiterroriste de libération, qui s'est illustré ces derniers mois en tuant des militants proches de l'ETA. Baby Faye, la petite fille américaine qui vivait depuis 3 semaines avec un cœur de singe, n'a pas survécu à sa greffe. Elle est morte hier soir dans un hôpital de Californie, un événement qui soulève ce soir bien des questions sur ce genre de greffe auquel aucun patient n'a jamais survécu. Martine Alain-Regnault. On l'avait vu bâiller sur tous les écrans du monde. On l'avait vu boire son biberon et même écouter au téléphone la voix de sa mère. Elle avait vraiment l'air d'aller bien. Malgré le scepticisme des scientifiques qui lui donnaient très peu de chance, on aurait voulu pouvoir croire à la belle histoire du bébé sauvé par la greffe d'un cœur de singe. Mais la nature a ses lois, et l'aventure technique n'a duré que 3 semaines. Malgré les traitements anti-rejet, malgré la compétence indéniable de l'équipe californienne en matière de greffe, Baby Faye est morte par rejet de son cœur étranger. Aujourd'hui, on se demande si l'équipe américaine a eu raison de tenter cette greffe et de le faire savoir si vite et si fort. Les uns soutiennent le droit à l'essai pour une équipe qui depuis 10 ans s'était spécialisée dans les greffes entre espèces animales, les autres le condamnent. Cependant, entre les problèmes techniques et les problèmes éthiques que pose ce genre de prouesse chirurgicale, nombre de médecins voient l'avenir dans une autre direction. Dans le diagnostic précoce des malformations cardiaques avant la naissance par échographie. Ce qui permet de mieux prévoir le traitement du bébé à la naissance quand il est possible, ce qui permet aussi de recourir à l'avortement thérapeutique quand on ne connaît pas de solution médicale satisfaisante. Une dizaine de centres d'échographie de pointe ont déjà en France les moyens de faire ce diagnostic. J'ai eu des problèmes avec un enfant et je voulais savoir s'il n'y avait pas le même cas. Quel genre de problème vous avez eu? Une inversion des gros vaisseaux. C'est-à-dire que vous avez eu une grossesse normale, et puis quand le bébé est né, il y avait des problèmes. Et alors il a été sauvé? Non, elle a vécu 10 mois. Puis elle est morte? Elle est morte. Alors vous attendez un autre bébé, et cette fois-ci le gynécologue vous a envoyé dans un centre spécialisé? Oui, pour voir si tout se passait bien. Et alors? Voilà, tout se passe bien. On voit que les 2 valves sont normales. La fonction des ventricules et leur anatomie est normale. Avec les 2 oreillettes, les 2 ventricules, les 2 valves auriculo-ventriculaires, les cavités, et cette fois-ci les vaisseaux sont en position normale. Et il n'y aura pas de problème de chirurgie et de graves malformations comme l'avait votre précédent bébé. Cette fois-là, le cœur allait bien. Voici maintenant quelques exemples d'anomalies cardiaques qui se sont terminées, soit par un traitement, soit à la demande de la famille par un avortement. Voici une maladie qui comporte un grave défaut congénital, puisque manque la moitié du cœur. Il n'y a qu'un ventricule, une oreillette et une valve séparant oreillette et ventricule. Cette cardiopathie est inopérable. Dans ce cas, on voit qu'il y a un énorme trou. Il s'agit ici d'une très grave anomalie cardiaque, opérable, mais la chirurgie peut s'effectuer à quelques jours ou quelques mois de vie et reste à très haut risque. Voici maintenant un fœtus en grande détresse avec des battements cardiaques très rapides qui ont entraîné une insuffisance cardiaque grave. Cette maladie rythmique peut être traitée dès la période anténatale en donnant des médicaments à la maman. Ces médicaments vont passer la barrière placentaire et arrêter ce trouble du rythme. C'est ce qui s'est produit chez cet enfant. Il va tout à fait bien? Il va tout à fait bien. Un sans faute pour Discovery qui s'est posé ce matin sur la base de Cap Canaveral en Floride. Une mission triomphale pour la navette américaine qui a tourné pendant 8 jours autour de la Terre. 126 révolutions qui lui ont permis de larguer 2 satellites de télécommunications et surtout de récupérer 2 autres satellites qui avaient été placés sur de mauvaises orbites en février dernier. C'est la première fois qu'une telle opération est tentée et réussie dans l'espace.
Ils ont 45 ans à eux deux et pèsent à ce jour plus de 10 millions de francs. Il est cuisinier, elle est serveuse. Ils se sont partagés le même bulletin de loto. Leurs numéros étaient les bons et ils ont gagné comme ça d'un seul coup 10 158 535 francs. C'est le record jamais battu de mémoire de l'automaniaque. Une autre demoiselle n'est pas aussi riche ce soir, mais elle passe en revanche pour être la plus belle fille du monde. Et si elle ne donne que ce qu'elle possède, ce n'est déjà pas si mal. La Miss Monde 84 est grande, brune, elle est vénézuélienne, elle étudie le parachutisme et pratique la sociologie, à moins que ce ne soit l'inverse, et elle a fait craquer Michel Perrault. Ladies and gentlemen, Miss Venezuela is Miss World 1984. Hier, pour nous journalistes, il y avait en effet de quoi craquer. Pensez donc, 2 événements majeurs en une seule journée. Le Beaujolais nouveau à Villefranche-sur-Saône et l'élection de Miss Monde à Londres. 84 est plutôt un bon cru. Je parle bien sûr de Miss Monde. Jugez plutôt. 90, 60, 92, le tiercé dans l'ordre de ses mensurations. L'équitation est d'ailleurs son sport favori. Elle a 21 ans, est vénézuélienne et s'appelle Astrid Herrera Irazabal. Est-ce un signe du destin? Alors qu'elle posait devant les photographes, un orage éclatait sur Londres. Son règne est en effet peut-être déjà menacé. Dès demain, devant les caméras de la BBC, une vingtaine d'hommes, particulièrement maigrichons, doivent élire Mr. Puniverse 84, c'est-à-dire Monsieur Minable. Sûrement des aigris. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta et des nouvelles de la tempête qui touche actuellement la France. 45 jours après Hortense, le sud-ouest subit Klaus. Même phénomène, mêmes effets. L'île de Ré et le port de La Rochelle ont été les plus touchés toute la nuit et ce matin, les vents ont soufflé à plus de 120 km/h. Heureusement, pas de victimes humaines. Non, les vraies victimes, ce sont les bateaux. Petit voilier dont la coque a été brisée. Puis surtout, Elf Aquitaine, le catamaran de Marc Pajot. La coque est éventrée de chaque côté sur 50 cm. La partie basse du mât est cassée alors qu'elle venait d'être rallongée de 3 mètres. Enfin, l'arrière est endommagé. Marc Pajot devait participer à la Transat espagnole en décembre prochain. Il a fait savoir que lundi, son bateau sera mis à sec et qu'il faudra 5 ou 6 jours pour savoir s'il est réparable ou non. Mais il a peu d'espoir. Et puis, pour Marc Pajot et pour les autres, lundi c'est bien loin quand on sait qu'une autre perturbation doit arriver. Et oui, à chaque jour sa perturbation, c'est ce que prévoit la météorologie nationale. Nous les devons ces perturbations à Klaus. Klaus, c'était au départ un cyclone qui s'est abattu sur les Antilles il y a une semaine à peu près, qui a traversé l'Atlantique, qui a perdu son caractère de cyclone, qui s'est transformé en vaste dépression. Et cette dépression nous envoie ces perturbations. Elles se succèdent à un rythme extrêmement rapide. Regardez la photo satellite. Donc la tempête ce matin était sur le littoral atlantique et vous voyez que ce soir elle s'est positionnée sur tout le flanc est du pays, large flanc est englobant la Corse. Demain c'est cette autre perturbation qui descendra, mais elle va venir très vite, elle paraît très éloignée, en fait elle arrivera assez rapidement. Regardez la carte pour demain. On peut espérer quelques éclaircies sur le sud-ouest, la Côte d'Azur, à cause du Mistral et de la Tramontane qui souffleront fort le matin. Et partout ailleurs on peut parler d'un véritable temps de chien, c'est-à-dire beaucoup de nuages, des averses de pluie, de neige au-delà de 1200 mètres. Ces averses seront certainement violentes et beaucoup de vent. Cela dit, les températures ne bougent pas, elles restent stationnaires, de 9 à 12 degrés sur la moitié nord et de 10 à 15 degrés sur la moitié sud. Demain, samedi 17 novembre, le soleil se lèvera à 8h02, se couchera à 17h08. Nous fêterons les Élisabeth. C'est Hervé Claude qui vous présentera le tout dernier journal aux environs de 22h50 après apostrophe. Demain, ce sera le rythme du week-end avec Noël Mamère à 12h45. Il sera suivi des Jeux du Stade, puis du magazine de la rédaction vers 17h45. Enfin, je vous retrouverai à 20h pour une nouvelle édition de ce journal. Très bonne soirée sur Antenne 2.